le garage civil, votre vie va peut-être être plus stable, mais vous n'irez pas tirer du Carl-Gustave puis vous ne lancerez pas de grenades. Ça, c'est pas des histoires que vous allez conter à vos chums, je vous le garantis. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne. L'Armée canadienne possède beaucoup de matériel et ça prend pas mal de monde pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ce travail-là tombe principalement au corps du génie électrique et mécanique royal canadien. L'adjudant Guillaume Landreville nous rejoint de Valcartier pour nous expliquer qui fait quoi et comment dans le corps. Bienvenue au balado. Capitaine, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Donc, je dirais peut-être pour définir comment que tout fonctionne, si on regarde les fantassins, courent partout, font exploser des choses, les cavaliers conduisent des chars d'assaut, qu'est-ce qui est unique dans le domaine des métiers du GEMRC? Le corps du GEMRC, là, c'est le corps de l'armée qui est responsable de la maintenance préventive puis corrective de l'équipement terrestre, des éléments à contrôle des forces armées canadiennes, donc terre, mer et air. Comme on dirait, you break it, we fix it. Fait que, on est responsable de réparer de l'équipement et ça va aller d'un taille-bordure jusqu'à un char d'assaut. Ce qui est vraiment unique à nos métiers, c'est la variété d'équipements sur lesquels on est amené à travailler. Peut-être on peut parler des métiers différents qui se retrouvent dans le corps. C'est quoi les métiers puis qu'est-ce qu'ils font? On parle de 3000 techniciens partout au Canada. 3000 techniciens, des technologues et des ingénieurs. Ça, c'est le corps du génie électrique mécanique royal canadien qu'on va appeler le GEMRC. On parle d'environ 2000 techniciens de véhicules, 400 techniciens d'armement, environ 400 techniciens en électronique et optronique et environ 300 techniciens de matériel. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que historiquement, on a vu naître le corps du GEMRC à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc le 15 mai 1944 pour être exact. On avait de plus en plus d'équipements complexes. Les chevaux étaient de moins en moins utilisés. On avait des véhicules à 2, à 4, à 6 roues, des véhicules sur track. Il y avait tous les systèmes de radar et de télécommunications qui s'en venaient. Donc, l'armée avait de plus en plus une grande variété d'équipements qui étaient encore plus complexes. Donc, il a fallu rassembler et donner la responsabilité à des techniciens et techniciennes, technologues et ingénieurs, le fardeau de réparer tout cet équipement-là pour l'équipement terrestre de l'armée. De là est né le corps du GEMRC. Ce qui était avant environ 25 métiers a été rassemblé en 4. Donc, comme j'ai dit, technicien de véhicule, technicien d'armement, technicien d'électronique et optronique et technicien de matériel. Et aussi, de plus récemment, on a un nouveau métier. Donc, rendu au grade d'adjudant, on est ce qu'on appelle un technologue. C'est définitivement un poste de gestion. C'est d'avoir une bonne vision globale des 4 métiers puis de pouvoir s'arranger pour que j'ai les ressources en place pour ces 4 métiers-là pour pouvoir accomplir le travail. Donc, peut-être un à la fois, décrire un peu plus en détail comme c'est quoi un technicien de véhicule? Donc, technicien de véhicule, moi, de formation, je suis technicien de véhicule. C'est un mécanicien en bon français. Suite à une formation à l'École du génie électrique mécanique royal canadien à Borden, un technicien de véhicule va être amené à être posté un peu partout au Canada et travailler sur de l'équipement qui va être très varié. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec la marine à Esquimalt. J'ai travaillé sur des moteurs hors bord, j'ai fait des inspections de sécurité pour de l'équipement de rescue ou de secours dans des sous-marins. J'ai travaillé sur des tondeuses, des weed eaters. Alors que quand j'étais à Edmonton, j'ai eu la chance de travailler sur des tanks, des véhicules de type B, donc des véhicules à roues. Dernièrement, j'étais avec la réserve, donc je dealais beaucoup avec des véhicules dédiés à la réserve, comme ce qu'on appelle les Milcottes, des bons vieux Chevrolet Silverado, des véhicules MSVS qui est dédié aux réservistes. Et donc, vraiment, si ça a un moteur, en principe, un technicien à véhicule va travailler dessus. Exactement. Donc, que ça aille une roue, 8 roues ou des chenilles, si ça fait du bruit puis ça brûle l'essence, il y a une bonne chance que ça tombe dans ma zone de responsabilité. OK, parfait. Puis, ça semble peut-être évident, mais technicien en armement, qu'est-ce que ça travaille dessus? Bon, technicien en armement, ça va aller comme les véhicules tech, grande variété d'équipements. Donc, si on part du simple 9 mm à aller jusqu'à un canon d'artillerie, dépendamment de où vous allez être posté, dans quelle unité vous allez être muté, c'est ça qui va définir un peu le type d'équipement sur lequel vous allez travailler. Et il y a le technicien électronique optique?
Oui, donc IoTech, technicien électrique et optronique. Optronique, c'est quand on met ensemble de l'électronique et de l'optique. On appelle ça de l'optronique. Donc, technicien IoTech, électronique et optronique. Ça, ce sont nos gourous de tout ce qui est système de visée, système thermal, tout ce qui est compliqué et qu'il y a beaucoup de transistors et de résistors sur nos véhicules là, qui ont de plus en plus de technologie. Ça va être nos spécialistes, les techniciens, les bons vieux IoTech. Et pas que j'ai des préférences spécifiquement, mais je dirais celui que j'ai le plus de contact avec, c'est les techniciens en matériel. En termes des fantassins, en tout cas, peut-être l'ami préféré de tous les fantassins. Pouvez-vous en parler un peu plus? Les techniciens en matériaux, ce qu'on appelle les MatTech, c'est les Jack of all trades. Ça touche à du bois, ça touche à du métal, ça touche à du textile. C'est aussi les gens qui sont responsables de nos masques à gaz, tester nos masques à gaz. Technicien en matériel, c'est la personne que vous allez chercher quand vous avez besoin de quelque chose qui n'existe pas. Ou que vous avez fait une gaffe puis que vous avez besoin de quelqu'un pour la réparer. Oui, justement ça. On va les chercher quand les mécaniciens, on essaie de faire une extraction de boat puis on a manqué notre coup. Fait que là, on va chercher les MatTech. Pour vous donner le meilleur exemple, un de leurs test final à l'école, c'est de construire et designer quelque chose qu'ils vont créer. Par exemple, ça peut être une boîte à lunch, ça peut être un petit siège en métal, le mécanicien. Mais un technicien de matériel, c'est capable de conceptualiser quelque chose, de le mettre sur le papier et de le créer pour créer quelque chose qui est fonctionnel. Comment ça se traduit dans le monde réel? C'est, moi, j'ai besoin d'un rack pour soutenir une transmission sur un véhicule que je n'ai pas encore accès à cette pièce d'équipement-là. Je vais aller faire appel au MatTech. Ce MatTech-là, il va être capable de créer, mesurer, découper, puis me souder un composant que j'ai besoin. Si les pompiers ont besoin d'un rack spécial sur le côté de leur véhicule pour storer des bonbonnes d'oxygène, mon MatTech va être capable de faire ça. Ils sont aussi en charge de tout ce qui est textile, donc toutes nos tentes passent aussi dans les mains du MatTech. Oui. Un peu plus de créativité peut-être dans ce domaine-là. Définitivement. Est-ce que vous peut-être expliquer pourquoi est-ce que c'est des emplois militaires à la place des emplois civils ou c'est quoi l'interaction dans le domaine militaire-civil? Je dirais par exemple, pour réparer un moteur, pourquoi est-ce que ça prend un militaire pour faire ça? Donc, la situation avec les civils est très variée d'une unité à une autre, et ça, c'est dû par des positions qui existent ou qui n'existent pas dans certaines unités. Par contre, je dirais que la plupart des unités où j'ai travaillé avaient des techniciens en véhicules civils. Et puis, c'est très bien d'avoir des civils parce que, comme on le sait, le train de vie militaire fait que on a des parades, on a des exercices, on n'est pas tout le temps là. Donc, les techniciens civils assurent une bonne continuité de la production dans les unités. Aussi, souvent, c'est des gars que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là. Puis ça assure la continuité de la mémoire institutionnelle à l'unité d'avoir des employés civils. Souvent, c'est des gars qui sont extrêmement compétents dans le champ. Puis ça fait que c'est des gars qui sont des bons formateurs. C'est des gars qui sont contents de montrer comment ça fonctionne aux plus jeunes de la gang. Donc, on a couvert des métiers différents. Pour créer dans l'imagination des auditeurs, est-ce que vous pouvez décrire peut-être qu'est-ce que ça a l'air un atelier? Qu'est-ce qu'il y a de l'air l'environnement de travail de jour en jour dans un bataillon de service ou dans une unité qui fait du travail sur l'équipement? Comment ça fonctionne, toutes les 4 différents métiers, Véhicule Tech, Weapon Tech, IoTech et MatTech, ensemble dans un atelier? Bon, chacun va avoir leur bureau, leur espace de travail. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on travaille tous ensemble. Parce que les véhicules, de plus en plus gros, de plus en plus technologiques, il faut le voir pas comme un Honda Civic. Un Honda Civic, je le prends, on charge, je l'envoie au garage. La même shop va me faire un alignement, va me faire les freins, va me faire un muffler, il n'y a pas de problème. Si on prend par exemple un VBL6, c'est un gros véhicule. C'est complexe. Il ne faut pas le voir comme un truck, il ne faut pas le voir comme un véhicule, il faut le voir comme une maison, un bâtiment. Votre maison, si le toit coule, vous n'appellerez pas un plombier. Si vous voulez faire de la tuile dans la salle de bain, vous n'appellerez certainement pas un électricien. C'est pour ça qu'on est divisé en 4 groupes. Donc, généralement, les premiers qui vont toucher un véhicule sur une inspection annuelle, ça va être les techniciens en véhicule. On va enlever les roues, on va observer les freins, on va faire tout ce qui est réparation qui a besoin d'être fait immédiatement, tout ce qui est préventif, on va remplir nos feuilles d'inspection et de là, on va savoir quelle réparation effectuer. Sur un lave-6, il y a un canon de 25. Donc, les techniciens en armement, ils vont venir vérifier les bearings de tourelle, vont vérifier que l'armement fonctionne bien. Ensuite, tout ce qui est système de visée, ça va être nos IoTech, nos techniciens en électronique et optronique qui vont sauter là-dessus.
Puis finalement, les MatTech, ben, ils vont venir nous aider à réparer ce qui a été croché à gauche et à droite sur le véhicule. Des fois, c'est beaucoup aussi. J'ai eu une expérience, ils ont tiré le moteur d'un LAV3, puis c'est assez imposant, là. C'est pas petit, quelque chose comme ça, là. C'est, je pense que c'est un 12 cylindres, puis c'était la grandeur d'un petit char, là, quand ils ont tiré ça, là. Fait que c'est pas que le projet. Oui, effectivement, je vous garantis qu'un moteur de LAV6, ça ne rentre pas dans votre Honda Civic. Ceci dit, c'est très bien conçu. Donc, c'est conçu pour être changé rapidement au combat, pour pouvoir mettre le véhicule en service puis le ramener sur le front. Donc, les véhicules ont des Quick Connect. Donc, je vais enlever les lignes hydrauliques, je vais enlever le système du liquide de refroidissement. C'est tout des Quick Connect. Donc, je défais 3, 4, 5 hoses, j'enlève un drive shaft, je défais 2 gros câbles électriques et voilà, je suis capable d'enlever mon moteur. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des moteurs, on appelle ça des packs. C'est moteur-transmission ensemble. J'enlève 4 boats, un drive shaft, quelques quick connect, des fils électriques. Je suis capable de le sortir, de le mettre dans le même trou. Un bon team rodé qui sait où ce qui s'en va, je vous garantis que dans moins qu'une heure, on est capable de changer un moteur et de le renvoyer sur la route. Donc, là, on parle de, c'est peut-être en garnison, là, où c'est un peu plus 9 à 5. Mais là, on arrive en exercice, surtout des exercices majeurs, où il y a beaucoup d'équipements qui bougent. C'est sûr que la GMRC, il y a des membres qui vont aussi assister à l'exercice. Qu'est-ce que ça a l'air dans un environnement peut-être un peu plus au milieu de nulle part? Donc, dans un environnement d'exercice, ça va changer, mais ça va rester semblable. Chacune des équipes, on va se monter un garage ou un environnement de travail au sein là, du peloton de maintenance. On va avoir notre petit coin de terrain pour monter notre camp. De là, ce qui va surtout commencer à varier rapidement, c'est les horaires de travail. Parce que bien sûr, si les véhicules sont utilisés toute la journée, quand ils rentrent à la maison le soir, c'est là que les équipes vont sauter sur les véhicules pour faire la maintenance. Donc, on s'attend à travailler de jour, de soir, de nuit ou l'ensemble de l'œuvre, les trois ensemble. Ça, c'est sûr. Quand on va en exercice, on va se pratiquer pour faire la guerre. Donc, vous allez avoir, par exemple, je prends un bataillon d'infanterie, vous avez les laves qui sont en avant. Bon, ils sont sur la ligne de front. Donc, directement en arrière de eux, vous allez avoir ce qu'on va appeler le A1. Dans le A1, vous avez un fast pack et un slow pack. Donc, ceux qui bougent vite puis ceux qui bougent moins vite. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fast pack, vous allez avoir, par exemple, une remorqueuse, des ambulances. Donc, moi, j'ai des gens qui sont détachés puis qui sont en avant. Leur job, c'est quand un des véhicules de combat est pris ou est brisé, lui est capable de faire des actions rapides, d'aller le chercher, d'aller le réparer. En arrière de ça, un petit bon tactique en arrière, il y a ce qu'on appelle le slow pack. Donc, le slow pack, c'est les 3 B. Beans, Bullets and Bandages. Oui, la logistique. La logistique. Donc, en tant que compagnie de service, nous, on est en arrière. Notre but, nous autres, c'est de se cacher, de ne pas se faire repérer, puis quand le temps va être opportun, d'aller resupplier, d'aller réapprovisionner nos chums qui sont en avant. Parce qu'il faut se rappeler que même s'il y a un véhicule blindé, ça a beau coûter 3 millions puis faire 16 tonnes, ça n'a pas du fuel pour durer 4 jours. Puis après 2 jours, les gars ont faim, C'est ça. puis ça prend de l'eau. Puis ça prend beaucoup de stock. Il y a un gros effort logistique pour supporter des gens qui sont en avant. Puis c'est ça qu'on fait, nous, en tant que compagnie de service. Donc, nous, notre job va aller d'aller à l'échelon qui est encore plus loin en arrière, donc le A2. On va aller chercher du matériel, encore là, les 3B, Beans, Bullets and Bandages, pour pouvoir aller pendant la nuit resupplier nos chums qui sont en avant. Au sein de mon équipe, qui est au A2, donc qui est un petit peu en arrière de la guerre, je vais avoir avec moi mes techniciens en armement. Je vais avoir avec moi mes weapon tech, mes IO-tech et mes mat-tech. Comme ça, quand un véhicule qui est au front a des problèmes, on va le remorquer ou l'amener vers l'arrière où on va pouvoir le réparer. Le système de logistique, c'est vraiment, il y a des phases, là. Puis, il y a tout le temps quelqu'un à certaines places qui est de plus en plus proche, de plus en plus rapide, de plus en plus flexible, mais qui a peut-être un petit peu moins d'équipement, un petit peu moins de soutien. Puis ça, tout ce fil-là vous permet de faire des réparations et du travail de plus en plus complexe, de plus en plus à l'arrière que vous êtes, dans le fond. Exactement. Plus vous allez vers l'avant, plus que la réparation va être rapide, puis moins qu'il y a de matériel. C'est fait pour des actions rapides. Le véhicule est pris dans la boîte, on tire le véhicule, on le sort et continue le combat. Excellent. Le véhicule est pris dans la boîte où il est brisé, c'est bon. Continuez d'avancer. Nous autres, on va aller le chercher quand on va passer devant, quand ça va être safe. Sinon, si moi, je n'ai pas la capacité de le remorquer parce que le véhicule est trop brisé, je vais le passer à ma gang qui est en arrière, soit au travers d'un remorquage ou aller le dropper dans ce qu'on appelle un point de collecte, où on va en même temps aller chercher du matériel, porter les blessés. Si moi, le véhicule, je ne suis pas en mesure de le réparer, rendu là, je vais l'envoyer en arrière, ce qu'on appelle le BGSC, ou l'élément de support du groupe brigade.
Là, on va aller faire de la deuxième, peut-être troisième ligne qui va être plus longue, qui va être plus time-consuming, afin de remettre le véhicule en route pour qu'il puisse éventuellement retourner en avant. Ça me fait penser beaucoup à un système de triage médical, dans le fond. C'est la même chose. Si c'est quelque chose qui peut se faire sur place, on le fait sur place. La personne continue. Le plus grave que c'est, le plus qu'on les porte vers arrière pour faire, disons, des réparations un peu plus complexes jusqu'à temps que cette personne-là soit en hôpital. Donc, pour un véhicule, même chose. C'est définitivement un très bon exemple. Bien, disons que l'opération réassurance, c'est en fait le déploiement majeur en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a des systèmes en place là-bas en ce moment. Oui, donc définitivement, Hop Réassurance en ce moment, c'est pas mal le nerf de la guerre. Quand j'ai été déployé sur Hop Réassurance, c'était exactement le même concept. Donc, on avait nos fighters en avant, on avait des échelons, on avait des gens qui restaient plus sur la base pour faire nos réparations qui étaient plus longues. Et c'était un copier-coller, si on veut, d'un exercice. Par contre, c'était à l'échelle multinationale. Donc, c'était des réparations et des opérations dans plusieurs langues, ce qui rendait la chose très intéressante. C'est ça. Est-ce que vous pouvez parler des défis particuliers dans un environnement de déploiement ou d'exercice? Comment est-ce que c'est différent? C'est quoi les choses qu'on penserait peut-être pas que c'est un problème, mais vraiment qu'on frappe dedans quand on est dans le moment? Définitivement, des défis techniques quand on va en exercice. On n'a pas toujours l'outillage nécessaire plus qu'on est vers l'avant. Donc, des fois, il faut vraiment faire reculer un véhicule dans la chaîne de réparation pour pouvoir accéder aux outils. Si, admettons, j'ai besoin d'un scan tool ou d'un outil de diagnostic pour aller voir dans l'ordinateur d'un certain véhicule ce qui se passe, je n'aurai pas nécessairement de connexion Wi-Fi dans un milieu d'un champ en Lettonie. C'est ça. Donc, malheureusement, des fois, il faut que le véhicule retourne en arrière. Ce qui est crucial en exercice ou en déploiement, c'est la communication. Parce que la personne, mon chum qui est en avant puis qui veut réparer le LAV6, lui, il n'a pas nécessairement les pièces avec lui. Fait que c'est extrêmement important dans nos sites-rep, donc dans nos demandes de matériel à tous les soirs, de passer la bonne information pour qu'on puisse demander le support en arrière, de nous envoyer les bonnes pièces. Ceci dit, le temps que la demande se fasse et que la pièce arrive, il peut se passer 24 heures ou si on a manqué la window, comme on dirait, ça peut prendre 48 heures. Donc, ça se peut qu'on ait un véhicule brisé pendant 24 à 48 heures. Et si jamais les fighters en avant continuent d'avancer, ça se peut que ce véhicule-là soit abandonné à l'arrière. Ça va être là le travail des autres échelons, comme on va parler tantôt, du A1 ou du A2, de ramasser ce véhicule-là, puis ça va devenir leur responsabilité. Il n'y a pas des livraisons Amazon même jour au milieu d'un champ à Lettonie, là. Non, je pense qu'on a oublié de payer notre abonnement à Amazon Prime la dernière fois qu'on était là. Est-ce que vous avez des réussites particulières ou des expériences particulières qui vous ont marqué, là, que vous êtes... Man, j'ai vraiment figuré ce problème-là. Là. J'imagine qu'il y a tout le temps un défi presque mental là, à résoudre des problèmes des fois un peu plus complexes. C'est sûr que loin est le temps des véhicules L6, 4 cylindres à carburateur avec des bougies. On est rendu avec des véhicules à 8 roues motrices avec une dizaine d'ordinateurs qui se parlent au travers d'un réseau de multiplexage. Donc, quand on coince un fil ou qu'on va jouer dans l'eau, c'est rendu un petit peu plus complexe diagnostiquer ces véhicules-là. Donc, le gros défi pour le cadre du jeu MRC, c'est de s'habituer et de s'adapter, je devrais dire, rapidement à la technologie qui est de plus en plus complexe et grandissante sur des véhicules de plus en plus gros et remplis de couettes de fil. Donc, la technologie, ça reste notre plus grand ami, mais notre plus grand ennemi en certaines situations. Oui, effectivement. C'est sûr que des véhicules blindés et tout ça, c'est conçu pour le combat, mais on fait beaucoup de choses non-combat. Donc, on a beaucoup de systèmes qui sont conçus pour être sur une autoroute, pour avoir accès à un garage. Mais là, des fois, on a besoin de s'en servir dans un environnement un peu plus complexe. Puis, c'est sûr que c'est bon au Canada, mais peut-être pas dans cet environnement-là particulièrement. Effectivement, on a des véhicules comme des LAV6, des véhicules blindés. C'est fait pour coucher des arbres, c'est fait pour aller jouer dans l'eau. Ouais, c'est ça. Quand on arrive avec des véhicules qui ont de plus en plus de technologie, d'ordinateurs, de couettes de fil exposées, plus des véhicules qui sont faits pour être sur la route ou faire partie du resupply, de la logistique. Quand on amène ces véhicules-là, des fois, dans des situations un peu plus austères, ben, ça aime moins l'eau, ça aime moins les branches d'arbres. Et ce qui arrive avec des technologies
au travers d'un véhicule, quand il y en a une qui casse, des fois, ça envoie des faux signaux à l'autre. Puis là, les véhicules n'aiment pas trop ça. Fait que c'est de trouver la bonne balance entre avoir des technologies anti-pollution, puis qui aident le véhicule à mieux fonctionner, puis le technicien à mieux le diagnostiquer, et garder un véhicule qui est fonctionnel pour faire le travail que les Forces armées canadiennes veulent effectuer. Ouais, c'est vrai. Donc, comment est-ce qu'une carrière dans le GMRC, c'est une bonne carrière dans le domaine de l'armée? Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de continuer? Ce qui donne des belles opportunités de carrière dans le cadre du GMRC, c'est que des techniciens et des techniciennes du GMRC, on est partout au Canada. Donc, si je prends mon exemple, en 18 ans de service, j'ai été à Ottawa, Edmonton, Esquimalt, Borden. J'ai travaillé au 2e Royal 22e Régiment. J'ai travaillé au 35e bataillon de service et je viens de commencer à la CI2 Div. C'est 7 postings en 18 ans. Je veux pas faire peur aux gens. Il y a personne qui m'a forcé. J'ai levé la main à chaque fois. Oui, c'est ça. Je suis rentré pour le goût de l'aventure puis voyager et j'ai été servi. Donc, le fait on peut mettre un pied à terre partout au Canada, dans toutes les provinces, moi, ça m'a permis vraiment de voyager. Puis dans chaque base que j'ai faite, j'ai travaillé sur de l'équipement qui est très différent. Fait que j'ai donc aujourd'hui une expérience qui est extrêmement variée. Fait que ça me permet facilement d'acheter une moto usagée sur Kijiji puis savoir où que je m'aligne. Ça, c'est certain. Pourquoi est-ce que quelqu'un se joindrait à la réserve ou à la régule à la place de juste travailler comme mécanicien ailleurs? Le garage civil, votre vie va peut-être être plus stable, mais vous n'irez pas tirer du Carl Gustave puis vous ne lancerez pas de grenades. Ça, c'est pas des histoires que vous allez conter à vos chums, je vous le garantis. Si votre garage vous envoie travailler dans 7 garages partout au Canada en 18 ans, puis que c'est ça que vous vouliez, chapeau à vous. Mais généralement, vous allez passer une trentaine d'années au même endroit. Vous n'en aurez pas en exercice en Angleterre ou dans le Grand Nord. Donc, ce qui est un gros fait marquant des Forces armées canadiennes, c'est la culture. C'est lundi, on a un cours de premiers soins. Mardi, on répare des trocs. Mercredi, on a une formation sur d'autres choses. Finalement, le jeudi, on répare d'autres trocs parce que le vendredi matin, on s'en va monter une montagne quelque part en raquette. C'est quand même des très beaux privilèges. Ça fait une vie qui est tout le temps remplie d'aventures. Ben, je pense que ça couvre pas mal tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça, c'était l'adjudant Guillaume Landreville qui nous rejoint de Valcartier. Et moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.